Bienvenue sous le palmier, le podcast qui voit la vie en rose poudrée et vous transporte dans un monde de bonne humeur et d'initiatives inspirantes. Je suis Émilie et tous les 2 mois, je rencontre des invités passionnés et engagés dans des causes variées, ici et ailleurs. Dédié à l'engagement et à l'optimisme, chaque épisode vous invite à ralentir, savourer l'instant présent et explorer des initiatives positives, qu'elles soient solidaires, écologiques, artistiques, culturelles ou entrepreneuriales. À travers les témoignages de mes invités, je vous propose de plonger dans de nouveaux horizons et d'écouter des histoires personnelles captivantes. Dans l'espoir bien sûr de vous inspirer et de vous offrir des clés pour votre propre parcours. L'optimisme n'est pas inné, mais nous pouvons tous le cultiver à travers les plaisirs simples de la vie et ainsi mieux affronter les défis du monde moderne. Sous le palmier, prenez une pause bien méritée et rejoignez-nous dans votre oasis sonore préférée, remplie d'accomplissements personnels et de bonnes nouvelles. L'invité qui nous rejoint aujourd'hui sous le palmier s'appelle Pierre-Yves Le Gall. Comme pour chaque invité du podcast, je trépigne d'impatience à l'idée de passer ce moment de partage avec vous et avec lui. Vous verrez, Pierre-Yves c'est un amoureux des punchlines et du bon mot. Une personnalité drôle, sympathique, entière et surtout, c'est un optimiste. Aujourd'hui, il nous parle de sa vie d'entrepreneur et il revient aussi sur son parcours d'hôtelier sans hôtel, jusqu'au jour où il a décidé de lancer ses propres lieux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Émilie, ça va? Ouais, ça va très très bien. Et toi? Ouais, super bien, super bien. Je suis sincèrement ravi de participer à cette expérience et à ce podcast avec toi ce matin. Je suis ravi de te revoir après toutes ces années et de pouvoir partager ce moment avec toi. C'est assez fortement partagé. On avait dit qu'on parlait pas trop d'années, de dates, quoi, qu'on voulait rester jeune C'est et ça, frais. assez intemporel. Assez intemporel, on va pas dire depuis combien de temps, voilà, on s'était pas forcément recroisés sur Nantes et autres, mais ça fait un petit moment quand même. Donc c'est vraiment un grand plaisir de commencer 2024 comme ça. C'est ça. Je vais tout de suite te demander, toi en fait, tu es un créateur de lieux, que tu, crées, pour, ton propre compte. On en parlera plus en détail après, mais pour le compte, de ta société qui s'appelle Arzel. Donc tu exploites aussi, pour le compte de cette société Arzel ou le compte d'investisseurs également, des lieux. Parmi ces lieux, c'est lequel qui te représente le plus? Le lieu qui me représente le plus, c'est le lieu-dit à Nantes. Le lieu-dit, il est arrivé dans ma vie à un moment donné où, j'avais, fort d'une expérience, dans l'hôtellerie et la restauration pendant un certain nombre d'années en tant que salarié, puis, pendant de nombreuses années en tant, que consultant, en tant qu'accompagnateur de projets pour des investisseurs, pour des porteurs de projets. Le lieu-dit, c'est tout ce que j'ai voulu, pardonne-moi l'expression, recracher de tout ce qui était mes convictions, de ce qui était, les choses qui me ressemblaient, en termes d'hospitalité au sens large. Et ouais, le lieu-dit, à ce jour, est vraiment l'endroit qui me ressemble le plus et qui, transpire entre guillemets «le plus» la manière dont je vois l'hôtellerie, dont je vois la restauration et l'hospitalité au sens large. Et tu parles justement d'hospitalité, d'hôtellerie, de restauration. Donc peut-être pour ceux dont le terme est un peu moins, on va dire familier, hospitalité, ça va être tout ce qui concerne l'expérience, du client, en fait. Toi, tu as décidé de te lancer quand exactement, tu vois, dans l'hospitalité, dans ce magnifique métier? Alors, moi, c'est venu très jeune, mais c'est venu, par une appétence assez rapide. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, j'ai eu une chance. Des parents qui, nous ont amenés, fréquemment, je dirais pas, tous les jours, mais fréquemment au restaurant, et j'ai toujours eu cette curiosité de regarder, ce qui se passait dans un resto derrière le bar, en cuisine, en «coulisses» entre guillemets. Le plat in fine ou la boisson in fine, c'était pas forcément ce qui m'intéressait, même si je suis de nature extrêmement gourmand, mais il y avait vraiment cette appétence de regarder à qu'est-ce qui se passe en cuisine? Comment on en arrive à ce plat? Qui travaille? Où est-ce qu'il travaille? Comment il travaille avec les autres? Et vraiment cette curiosité, et naturellement, je suis un peu, sans être un enfant de la balle, je suis un peu tombé dedans, à partir de l'adolescence, où j'ai commencé, à avoir mes petites expériences en plonge, au restaurant, derrière un bar, serveur, et essayer de me faire mes petites expériences. Et puis, malgré une première partie de mon parcours académique, sur un plan généraliste, je me suis rapidement spécialisé dans les métiers pardon, de l'hôtellerie et de la restauration.
Et justement, moi, je rebondis tout de suite sur le mot, que tu as enfin, expérience, en fait. C'est quoi les moments clés de ta carrière qui ont façonné, bah, ton parcours entrepreneurial? Il y en a eu pas mal. Il y a eu, bien entendu une partie de ma formation, lorsque, je découvre, ce métier à Nantes, en travaillant pour un traiteur organisateur de réception et comprendre, depuis le premier brief, pour un mariage par exemple, gérer la partie logistique, puis ensuite accueillir le client, essayer de faire en sorte de le satisfaire et que ce moment va, quelle que soit, son adaptation, aux contraintes, va être un bon moment pour lui. Je recommande par ailleurs, le visionnage ou le revisionnage du Sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacry qui, résume mais parfaitement de A à Z, ce qu'est le métier, à la fois de la restauration et du traiteur et de la réception. Il y a quelque chose qui revient en permanence, c'est on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Dans le film, vous remarquerez. J'ai eu l'opportunité, la chance de travailler aux États-Unis aussi où, le sens du client et le sens de l'adaptation et le côté assez, miroir, d'un client qui va être formel, on va être formel, un client qui va être casual, décontracté, on va être décontracté. Vraiment cette adaptation au client, donc ça, en restauration, d'avoir pu travailler, aux États-Unis, à Los Angeles, ça a été un moment, très marquant pour moi. Le Maroc, j'ai bossé également au Maroc, ça a été, surtout une opportunité de travailler vite, fort, beaucoup et dans des lieux qui sont extrêmement sollicités avec bien entendu une clientèle et des équipes, hyper cosmopolites et puis, dans mon parcours, depuis, fin 2012, donc, j'ai une société qui s'appelle Arzel et initialement le métier d'Arzel, c'était vraiment d'accompagner, de porter des projets, hôteliers donc, je me suis spécialisé sur vraiment les moutons à 5 pattes et les projets qui nécessitaient, un consultant, un copilote externe et ça a été des projets tant sur, de l'auberge de jeunesse, de l'auberge familiale. On a même ouvert un hôtel dans un stade de foot, du luxe, sur du château 5 étoiles. On a, bossé sur l'ouverture d'Ecolodge, notamment au Brésil. À chaque fois, quand je t'ai dit tout à l'heure, un peu en amont, que le lieu-dit, c'était vraiment la manière dont j'ai recraché un peu toutes ces convictions et toute cette expérience. En fait, j'ai passé finalement 10 ans à essayer de mieux comprendre le métier, de ce que j'aimais, surtout de ce que je n'aimais pas, et de ce qui ne me plaisait pas parfois dans l'hôtellerie, dans le côté un petit peu, trop formel, trop guindé, d'une vision parfois du luxe qui ne se mesure qu'à l'épaisseur de la moquette et pas forcément, au confort in fine qu'on va apporter à un client. Et ben, je me suis construit, j'ai été, pendant toutes ces années un hôtelier sans hôtel et puis quand en 2020 j'ai eu l'opportunité d'avoir mon propre projet, bien que, heu, bien que je l'avais réfléchi bien en amont, mais j'ai eu mon premier projet, je me suis dit: «Allez, balance tout ce en quoi tu crois, balance tout ce que, tu penses juste sur un lieu» et c'est comme ça qu'est né le Lieu-dit. Et je peux pas m'empêcher en fait, de te faire revenir un tout petit peu en arrière justement quand tu parles de ton expérience, aux États-Unis. On dit Ouais. souvent, tu vois, que c'est là-bas que tout est possible, qu'on enfin, c'est vrai qu'ils ont quand même une culture du test, puis du fait en fait, c'est pas une erreur en fait, c'est une opportunité, de pouvoir, peut-être justement te rapprocher encore plus de ce que tu as envie de faire, donc de te rapprocher encore plus d'un concept, qu'on mijote dans sa tête et puis qu'on pense plus dans sa tête que plutôt de le mettre en œuvre. Est-ce que toi, tu as le sentiment que ça a plus été là-bas où je sais pas comment dire quoi, il y a ce côté où tu t'es dit: «Mais ouais, enfin, finalement, les métiers, le fait d'apporter du confort à des clients, le fait d'être vraiment dans cette expérience du client, bah, faut tester. Il y a pas une recette, il y a des recettes, donc il faut que je teste», tu vois? Ou ça a été dès la formation, tu vois, finalement, peut-être en France déjà? Si j'ai appris un truc qui me sert encore énormément aujourd'hui, aux États-Unis, c'est que, la sympathie, l'emporte sur tout. C'est vraiment la valeur, un petit peu, au-dessus de tout et ce que j'ai appris, en tout cas de par mon expérience, après il y a rien d'universel, là-dessus, c'est mon propre spectre, c'est que j'arrive là-bas, je parle très mal anglais, je ne connais pas encore parfaitement mon métier, mais il y a une sensibilité, sur cette culture, la culture, américaine et de surcroît, californienne, qui fait que les choses ne peuvent ne pas être parfaites, peuvent être, tout à fait, hachées, parfois pas entièrement terminées. Si tu y amènes de la sympathie, si tu y amènes de la justification, si tu y amènes, une volonté de bien faire, une certaine bienveillance, tout passe. Il y a une certaine, bienveillance, ouais, je parlerais de bienveillance et de,
finalement de compréhension de ce qui est c'est la sympathie, c'est l'humain et c'est le côté très, moment qu'on va passer ensemble et peu importe si, ton anglais est imparfait, peu importe si, tu t'es trompé de table, si tu t'es trompé de plat, si tu t'es trompé de chambre, on il y a ouais, on est très clément vis-à-vis des porteurs de projets, des porteurs de lieux et ça, c'est ce que j'ai appris et c'est ce qu'on reproduit, ce que j'essaie, tant bien que mal aujourd'hui de retransmettre à mes équipes, c'est de se dire que, on n'est pas parfait et on ne le sera jamais et que, pouvoir, tout au long de l'année, surtout sur des lieux qui vivent quasiment H24, remplir l'ensemble des cases, on n'y arrivera jamais. Si on souhaite le faire, soit on va se faire un trou dans le cerveau et on va se faire un ulcère, soit on se dit: «Bah, dès lors que ça peut être amené par de la sympathie, par, de la transparence aussi. Un exemple tout bête, c'est, quand on fait de la restauration ou de l'hôtellerie, on peut se planter, le chauffage peut peut-être être au mauvais niveau dans la chambre, le wifi il peut se planter, on peut se tromper de plat, on peut se tromper quoi que ce soit. Faut éviter de se cacher et ça, c'est un peu malheureusement la formation qu'on peut avoir dans le luxe ou dans certaines écoles hôtelières. De dire, ouais, garde la tête haute, perds pas la face mais en fait, si tu expliques tout simplement, bah, aujourd'hui, bah, ça le faisait pas, voilà, il y a des jours comme ça, bah, ça va pas, je me suis planté là-dessus, on s'est planté là-dessus, on est vraiment désolé et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé en amont avant qu'on arrive à cette bourde ou à ce problème. Et ben, on va gagner en sympathie et je pense que, et on y reviendra peut-être sur le côté du lieu-dit ou dans l'image de marque et dans le message et dans le ton. On essaie surtout d'apporter de l'humour et de la sympathie. Ça nous permet d'apporter énormément, énormément de messages par la sympathie. J'y crois, en tout cas à titre personnel, j'y crois vachement. En fait, ça, c'est un peu quelque chose que je voulais effectivement garder un peu, pour la fin, mais c'est vrai que, on a un petit peu commencé par là, tu vois? En disant: «Quel est le lieu qui te représente, le plus?» donc je dis pas que tout est dit parce que faut pas que les gens s'arrêtent là dans l'interview, quoi. Il y a plus à affiner, mais c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas pour rien. On y reviendra un petit peu après, mais toi, en fait, c'est quel a été le moment où tu t'es dit: «Mais en fait, je me lance, en fait, dans l'aventure entrepreneuriale, quoi, c'est bon». Ça a été qui, quoi, quand, le déclic? Le déclic, il y a jamais eu de déclic de me dire: «Je vais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale» parce que, je le modèle de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est le seul modèle que je connaisse. C'est mon modèle culturel pour le coup, dans lequel j'ai grandi avec un père, avec des parents, entrepreneurs et finalement j'ai toujours considéré, tant mon parcours académique ou mon parcours salarié comme simplement une étape. Il était évident, dans ma vie que j'allais être à mon compte, heu quel qu'en soit quel qu'en soit finalement le cadre ou le terrain de jeu, mais il était évident que j'allais être à mon compte. Après, il y a aussi effectivement des moments où tu vas à chaque instant, bien entendu, tu vas remplir ta boîte à outils, mais il y a des moments marquants où tu te dis: «Bah, tiens, là, je l'ai quand même bien rempli d'un coup et je vais gagner en confiance» et puis le moment de te dire: «Bon, bah, je me lance». Dans tous les cas, ce sera jamais parfait, j'aurai jamais tous les éléments, j'aurai jamais l'ensemble des compétences et j'aurai jamais tout baqué, mais tu sais ce qu'on dit d'un entrepreneur, c'est celui qui se jette d'une falaise et c'est qu'une fois qu'il a sauté, qui commence à fabriquer le parachute et bien entendu, j'ai eu des moments où, il y a eu mon lancement d'Arzel et sur la partie du conseil où je me suis dit que effectivement j'y arrivais, j'arrivais à me créer ma propre activité tout seul et j'arrivais à en vivre et j'arrivais à me trouver des nouveaux clients et puis dès lors que j'en perdais un et bah, j'arrivais toujours à en retrouver un autre donc ça m'a toujours rassuré. Hem, Toujours quelque chose en tête aussi parce que même si c'est pas le on n'est pas sur un podcast, économique mais toujours, sous l'angle économique, c'était vraiment de se dire que une marotte qui revenait souvent en disant: «Bon, plaie d'argent n'est pas mortel, plaie d'argent n'est pas mortel. Quand il y en aura plus, il y en aura plus, c'est pas grave» et finalement, au lieu de se dire: «Oh, il faut que j'anticipe, je prévois, que je thésaurise ou quoi que ce soit», non, je toujours avancer et puis, toujours me dire que finalement, étant donné que mon curseur n'était pas l'argent, s'il pouvait y en avoir un peu plus, un petit peu moins, ça, c'était pas grave. Ensuite, en termes de déclic, il y a eu la création d'un bar éphémère à Nantes. C'est à la fois un déclic géographique, et puis un déclic entrepreneurial. Pour te la faire rapide, je sais pas si tu veux que j'en parle ou pas? Si, si, avec plaisir, bien sûr. Elle est Parce très ça donne la ce ce couleur quoi, en fait, bah, tu as des projets, tu crées plein de projets. Tu as une besace grande comme ça, puis tu as des projets qui sont éphémères et d'autres qui sont plus permanents, on va dire, voilà.
Absolument. Effectivement, en 2018, pour, te la faire, rapide, je regarde un bar et un restaurant qui, selon moi, est un super emplacement. Je viens d'arriver à Nantes et je sais que, si je dois monter un projet ou monter un lieu, ce sera à Nantes parce que, j'aime cette ville, parce que maintenant j'y suis installé avec ma famille et que, je reçois, et ça c'est souvent l'alignement des planètes, une notification sur le site, L'Équipe, qui dit qu'il y aura pas de fan zone pour la coupe du monde 2018 parce que, à l'époque, risque, terroriste. Et bien que nous soyons à 3 semaines de la coupe du monde de foot, les les planètes s'alignent, en tout cas dans mon esprit, en me disant: «Bah, tiens, on va, créer un lieu, entièrement dédié au foot, à la culture foot, et surtout un lieu, qui va, permettre de rassembler, pas forcément que les grands fans de foot et que ceux qui en regardent, toutes les semaines comme moi, mais plutôt des gens qui se disent: "Ah, je regarde pas de foot, mais la coupe du monde quand même, je regarde"». Et puis on a créé un lieu avec 2 associés qui s'est appelé Les Fils de but. Alors pardon pour le terme, mais on avait 3 semaines pour le monter et faire en sorte que, qu'il soit connu et qu'il soit reconnu en tout cas. Et ça nous a fait marrer la première fois, puis après on s'est dit: «Non, on va quand même pas l'appeler comme ça», et puis si, finalement on l'appelle comme ça. Je dois admettre que j'ai été peut-être le plus frileux sur le nom. Et hem et de cette première idée, de ce nom un peu débile, on a commencé, on était 3, on avait 4 écrans et puis on avait 2 tireuses, et puis au fur et à mesure, la mayonnaise a pris, comme on dit, et puis on a eu plus de 3 000 clients pour, les quarts, les demi et la finale, de la coupe du monde. On a eu des retours presse, absolument, exceptionnels, et encore, je pèse mes mots, avec des duplex de France Info, de CNN, des reportages de BFM. On a des scènes qui sont filmées chez nous dans le film de la fédération de l'après coupe du monde. Donc ça, le petit g l'enfant fan de foot que je suis, voilà, à un moment donné, comme disait l'autre, «Maintenant je peux mourir, tranquille le plus tard possible, mais je peux mourir tranquille». Donc non, non, c'était vraiment, un bel accomplissement. Ça a duré 1 mois et demi, c'était éphémère, c'était une super bulle, et à un moment donné, c'était ce déclic en disant: «Bon, OK, si tu as le bon alignement, tu as les bonnes idées, tu as le tu le bon, tu le bon match avec une clientèle que tu souhaites cibler, bah, maintenant tu te lances». Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, toutes ces années de conseils, d'hôtelier sans hôtel, laisse-les derrière toi et tu te mets en marche, tu te mets en place pour trouver un lieu». Et c'est de faire en sorte que, bah, à ton niveau, à ton braquet, tu vas essayer de trouver un lieu pour toi. Et donc ouais, le gros déclic en ce qui me concerne, ça a été les Fils de but. Sous le palmier. Et en fait, tu disais, ça fait, 12 ans, enfin, ça fait depuis dou dou ah oui, c'est ça, ça fait depuis, 2012, en fait, que tu as créé, Arzel. Et du coup, Nantes, en fait, pour, qu'on se situe un peu au niveau chronologique, ça fait combien de temps que tu es revenu sur Nantes? Alors moi, j'ai grandi entre Rennes et Saint-Malo, donc je suis pas nantais, de de «naissance» entre guillemets. J'ai découvert d'abord Nantes entre 2003 et 2006, lors de mes études, et je suis revenu fin 2010, mi-2017, fin 2017, parce on avait un petit garçon à l'époque, qui n'est plus si petit désormais, qui allait rentrer à l'école, et on s'est dit: «Bon, bah, quittons Paris», avec Stéphanie, ma femme, et on s'est dit: «Quittons Paris et installons-nous», et ça a été une sorte d'évidence. Nantes a été une sorte d'évidence, tant sur le plan de la proximité, avec, avec mes bases familiales, tant sur, encore une fois, je parle beaucoup de terrain de jeu, avec le fait de se dire que sur le secteur hôtelier, je sentais qu'il y avait vraiment de la place. Si, je refais peut-être l'histoire, mais il y a une vraie, selon moi, une vraie place pour, en termes d'hôtellerie, pour, des concepts et des lieux un petit peu, différents, on va dire, pardon, singulier, parce qu'on a un marché hôtelier à Nantes qui est très séparé entre un marché de chaîne et une hôtellerie, on va dire, traditionnelle, familiale. Et là, dans des villes comme Rennes, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Lille, où se sont créés, des lieux où il y a eu des certain nombre d'initiatives, Nantes, c'était encore assez vierge. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Et puis, bah, j'adore la ville. J'aime beaucoup la taille de cette ville, son dimensionnement, à la fois grande ville, mais petit village. Tu vas toujours croiser quelqu'un que tu connais, c'est assez agréable. Justement par rapport à Arzel, en fait, Arzel, je m'étais mis, un mot-clé, je m'étais dit: «Mais c'est est-ce que c'est le vaisseau, amiral un peu?» tu vois?
Finalement, Arzel, ça fait depuis, 2012, je crois. Il y a eu un changement de statut, il me semble, hein, un changement, Bah, de on ce a statut. on bah, Arzel, je dirais que c'est je reprendrai ce terme, c'est ma boîte à outils. C'est vraiment la boîte avec laquelle je teste les choses. Après, on est un peu plus dans le sérieux quand on parle de nos exploitations, aujourd'hui Mmh sur, mh. le Lieu-dit, sur l'Astoria ou sur Demain. Mais Arzel, c'est vraiment ça a été, le un peu le labo, tant, bah, finalement le labo en conseil où on a vraiment expérimenté des choses. Et puis c'est vraiment la base qui me permet de travailler, de réfléchir, d'intervenir sur des podcasts, comme ça avec toi. C'est vraiment c'est ma petite structure qui me permet à moi d'être libre pour ça. En fait, on a beaucoup parlé, bon, pour le coup, de d'Arzel. En fait, l'hôte haut en couleur, dont tu es, le fondateur. Il y a aussi le Ludi dont on a parlé beaucoup, puis qu'on va pouvoir bientôt, bah, découvrir. En fait, j'aimerais bien après que tu nous fasses, un petit tour du propriétaire. Donc le Ludi, moi, c'est le lieu de vie bon vivant, citoyen et optimiste, hein. Et il y a Ouais, aussi surtout. surtout. Surtout optimiste. Ah, en plus, tu souris quoi quand tu dis ça. Ouais, il y aura beaucoup de choses à dire, l'optimisme. Et puis bien sûr, en fait, alors tu as dit demain, mais demain, c'est lié justement, à votre nouvelle acquisition. Tu veux nous en parler? C'est quoi un peu toute, cette association-là? Alors demain, c'est un projet que je porte depuis quelques mois. On J'ai eu l'occasion de l'opportunité en tout cas de reprendre un 2e établissement à Nantes, dans le cœur de Nantes, à côté de la place Gralin, pour ceux qui connaissent, qui était un hôtel, on va dire, en fin de cycle commercial, qui était sous une enseigne, nationale, voire internationale, assez connue, qui était un Kyriad. Et qui était un nouveau terrain de jeu. Et l'idée sur le projet demain, c'est de réfléchir et réfléchir la manière dont on peut créer, dans les centres-villes, ce qui est extrêmement, rare et ce qui est devenu extrêmement rare, une hôtellerie abordable. Premièrement, une hôtellerie plutôt économique, hem, un hôtel, on va dire, avec tout un univers. Et on parlait d'optimiste, très optimiste et vraiment tant dans la déco, dans l'approche, dans le ton, de créer un projet optimiste. Et finalement, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Demain, parce que demain, hem, c'est un leitmotiv, c'est de se dire que c'était pas mieux hier. L'espèce de bashing ou de sinistrose de dire que, c'était mieux avant et autres, je souhaitais en prendre le contre-pied et de se dire: «Bah, comment on peut réfléchir à l'hôtel de demain?» Et finalement revenir, on parlait d'hospitalité, l'hôtel de demain en reprenant un petit peu les les préceptes et les fondamentaux de l'hôtellerie d'hier, voire d'avant-hier. Et demain, c'est tout simplement, si tu fermes les yeux, c'est un univers, Wes Anderson, donc très coloré, très, désuet, très presque suranné. Hem, une promesse extrêmement simple. Pour le coup, nous passons notre vie pardon, excuse-moi. Nous passons notre vie où les gens qui nous écoutent passent leur vie à essayer de trouver des hôtels et on parle de luxe, de volupté, de confort, d'expérience. Alors expérience d'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers, mais si tu le qualifies pas, expérience, ça veut rien dire. Soit tu as une bonne, une mauvaise expérience, une expérience insolite, une expérience culinaire, une expérience, ça veut strictement rien dire. Donc on et en fait, finalement, demain, c'est juste se dire: «Bon, c'est quoi l'hôtel de demain?» Bah, est-ce que finalement, c'est pas juste apporter, de la sobriété dans ta chambre avec, du réemploi, avec, de l'économie d'énergie? Juste se dire que tu as payé pour une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est tout bêtement un bon lit, une bonne douche et désormais un bon wifi et basta. Et effectivement de se dire qu'il y a un côté assez, assez minimaliste, assez brutaliste aussi là-dessus. Et puis, tout un univers, sur cet hôtel. Alors, beaucoup moins, bavard et beaucoup moins, étendu en termes de terrain de jeu que le lieu-dit, mais un univers d'hôtel, juste un hôtel d'ailleurs, avec une volonté de faire un petit pied de nez à cette, sinistrose et de créer un nouveau lieu encore un peu, une sobriété colorée, on l'a appelé. Et c'est un projet qui va naître là dans le premier semestre 2024, dans le cœur de Nantes. En fait, finalement, quoi, demain s'inscrit complètement dans, est-ce que j'ose dire que finalement, à ce manifeste que tu vois, que tu avais, écrit, tu avais, Ouais. proposé dans la Mmh. présentation, d'ouverture, du Ludi justement? Ouais, c'est effectivement ce manifeste, il va un peu plus loin que le lieu-dit. Il y a un certain nombre de choses, j'ai commencé mes projets, je te l'ai dit, en 2020. Et là, j'ai eu à la fois,
du temps parce qu'on était en plein covid et puis je me suis vraiment mis un coup de pied au derrière pour me dire: «Écris les choses avant de commencer à faire, écris-les un peu comme en cuisine, écris la recette avant de commencer à cuisiner». Et la recette de ce que je souhaite faire sur tous les projets, c'était, 1°, il y avait une, il y avait une vraie volonté de se dire: «Comment est-ce que tu peux faire en sorte» et j'ai écrit une lettre à mes enfants en leur disant: «Si, demain vous me disiez: je veux faire de l'hôtellerie, on veut faire de l'hospitalité», hem bah, finalement, je vous dirais, si c'est dans un cadre actuel, moi, je vous encouragerais pas vraiment à le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte, notamment sous l'angle, de la transition environnementale, pour faire en sorte que l'hôtel soit plus sobre, que l'hôtel soit plus responsable et essayer de faire en sorte que, on puisse être un peu plus fier et un peu moins en greenwashing sur l'hôtellerie. Donc fort de ça, j'ai écrit, ce manifeste qui est finalement commun, au lieu-dit «À demain» et puis, je te parlerai peut-être du troisième projet sur la gare de Nantes qui était de se dire, premièrement, l'hôtel doit, devenir ou redevenir un commerce de proximité. Tu passes, je passe, nous passons tous devant des hôtels chaque jour et finalement, quand tu vois qu'en termes d'agencement, d'aménagement, même d'architecture, rien n'est fait pour que le voisin, le riverain, puisse, y rentrer, ait envie d'y rentrer. Il faut pouvoir créer, il faut pouvoir rendre l'hôtel pour les locaux un peu plus sexy. Donc premièrement, c'était faire en sorte qu'on redevienne un commerce de proximité. Deuxièmement, c'était faire en sorte que, on rajoute du service. On s'est énormément plaint en tant qu'hôtelier de se dire qu'on avait perdu des parts de marché vis-à-vis de Airbnb, mais finalement, si on retire, la restauration, le bar, le bien-être, le séminaire et cetera, qu'est-ce que j'ai comme valeur ajoutée entre une personne qui met un appartement sur Airbnb avec une boîte à clés, une jolie photo, un bon tarif et une belle déco et moi en tant qu'hôtelier si finalement je ne capitalise pas sur tout ce que je vais mettre autour de la chambre, de l'événementiel, du tiers-lieu, de la restauration, du bar, et effectivement toute cette de la conciergerie, tous ces éléments qui vont apporter de la valeur. Ça, c'était le deuxième aspect et le troisième aspect, c'était comment effectivement, sous l'angle de la transition environnementale, on peut, essayer d'être dans une continuité de ce qu'a été l'hôtel au cours des 50-100 dernières années, c'est-à-dire un démonstrateur de modernité. L'hôtel, c'était dans l'hôtel que tu découvrais les premiers Wi-Fi, les premiers ascenseurs, la première salle de bain privative, les premiers téléphones personnels, les premiers fax et finalement, on allait à l'hôtel pour y découvrir des choses et un peu sous un peu la tarte à la crème marketing de ces 20 dernières années, de se dire que l'hôtel devait être comme à la maison. Je dis au contraire que non, l'hôtel, il doit être comme à l'hôtel. On doit y venir et découvrir, on doit y découvrir des choses, on doit y découvrir des nouveaux usages et là, je parle vraiment sous l'angle de la sobriété, de la transition environnementale. On doit y découvrir des nouveaux usages, des initiatives, des nouveaux matériaux, des manières de faire différemment, en termes d'économie d'énergie, en termes de réemploi, en termes de locavorisme, si tu me permets. Et effectivement, l'enjeu, il est vraiment de montrer des choses et que le client parte d'un établissement et de se dise tiens, ah bah j'ai vu que on était capable de faire des tables avec des ventes badminton ou que chez demain on aura des appliques luminaires avec des matériaux à base de coquilles d'huîtres. Tiens, ça c'est intéressant. Ah, je suis capable de faire un petit déjeuner qui a fait moins de 50 kilomètres. Donc ça, c'est aussi de se dire, bon, effectivement, je casse un peu le confort, je lutte un peu contre le confort du client, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une surprise et d'aller chercher, moi, ce que j'appelle des aspérités. On a parlé de transition, environnementale et en fait, ce qui évidemment, me parle, beaucoup en fait, hein, ces sensibilités-là, et c'est génial je trouve en fait que ça entre aussi, que ça ouvre la porte, des établissements, hôteliers en fait, hein, en tout cas comme Ouais. toi tu entends le faire. Et au-delà en plus de ça, je trouve, et ce qui est pas, incompatible et que j'avais pas forcément vu, ailleurs, tu sais, c'est ce côté durabilité quand toi tu en parles au sens du lien en fait, du lien social, tu vois? Du lien avec, les clients, mais pas que, parce que tes clients, comme le lieu-dit, tu t'en as déjà parlé, tu l'as déjà évoqué, c'est des gens qui sont autant les voisins que des personnes qui sont, bon, des voisins, qui habitent pas vraiment à Nantes, toi, qui sont, vraiment de l'extérieur, quoi. C'est très large en fait, durabilité. Bah, effectivement, il y a l'aspect durable, il est pas uniquement sur, l'aspect du décarboné ou ou de l'empreinte, il est effectivement sur l'aspect social et vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos équipes. Il y a 2 aspects.
si tu me permets, le premier aspect, effectivement, c'était je parlais tout à l'heure de lutter un peu contre, les préceptes auxquels on a été formé. Quand tu es formé en hôtellerie, on te martèle un truc et un seul truc, c'est que le confort du client, il n'y a rien de plus important. La demande du client, il n'y a rien de plus important parce que bon, tu as été formé à ça. Mais force est de constater quand tu es en 2020, en 2023, en 2024 maintenant, que, bah, finalement c'est cette recherche permanente de confort et cette envie ce besoin qu'a eu l'être humain de toujours, répondre favorablement à l'ensemble de ses envies, qui fait qu'on en est arrivé là. Finalement, c'est si tu philosophes un peu sur ce terme-là et donc fort de ça, moi, mon point de vue, parce que pour le coup, je ne souhaite être un ayatollah de quoi que ce soit. Je ne suis enfin, je suis pas un donneur de leçons et de se dire que j'ai une espèce de légitimité sur ce sujet-là. Pour le coup, c'est ma croyance, d'homme et de chef d'entreprise, et en même temps, c'est le même. Heu, le le fait est que mon client est un citoyen. Chez lui, il est encouragé, il est incité, il l'applique plus ou moins, à trier ses déchets, à passer un peu moins de temps sous la douche, à regarder ce qu'il consomme, à regarder d'où viennent les produits qu'il consomme, à faire en sorte de moins se déplacer et c'est pas parce qu'on passe la porte de l'hôtel que tout redevient open bar et en fait et c'est d'ailleurs une expression alors pour le coup parce que je suis papa, une expression de daron, genre: «Tu es pas à l'hôtel ici, hein». L'hôtel, il y a un peu cette image de dire: tu passes la porte de l'hôtel, tu prends des douches de 8 kilomètres, tu manges, on va te «Monsieur, vous voulez des fraises?» «Ouais, c'est pas la saison, mais vas-y, balance les fraises». Tu mets le chauffage à 28 alors que chez toi, tu es à 19. Tu et finalement, tu prends une douche le matin, un bain le soir, tu attends une espèce de déco avec une expérience un peu de catalogue de meubles, alors que finalement l'hôtel il est les chambres d'hôtel, alors faut savoir que sur beaucoup de groupes hôteliers, les chambres d'hôtel sont changées tous les 7 ans. Et en fait, la durée 7 ans pour une durée de vie d'un mobilier qui a été fabriqué en Chine et qui est venu, via un container, c'est une aberration environnementale également. Et donc l'idée, c'était de se dire: «Attends, si on a toute une part de population qui est capable de comprendre ça dans la sphère domestique, on peut le comprendre dans la sphère de l'hôtellerie». Donc premièrement, c'était faire appel à cette intelligence, de se dire que effectivement, on va manger local. Effectivement, on va avoir du réemploi. Effectivement, on va mettre un sablier sous la douche. Je vais pas te couper l'eau, mais je vais juste te rappeler que l'eau, c'est une ressource, précieuse, qu'on va te mettre un petit stickers pour te faire marrer, pour, te dire que le meilleur moyen d'économiser, une chasse d'eau tous les jours, c'est de faire pipi sous la douche. On le dit tous à nos enfants et ceux qui ne le disent pas, dites-leur, à vos enfants de faire pipi sous la douche. C'est le meilleur moyen d'économiser une chasse d'eau potable chaque jour pour, chaque membre de la famille. L'idée est de se dire: «On va faire appel à cette intelligence-là, du client et d'apporter des éléments de sobriété». La sobriété, ça passe aussi par le low-tech. Dans, la révolution, digitale numérique qu'on a vécue, notamment dans le commerce, de l'hôtellerie en particulier. L'idée de se dire: «Il fallait qu'on s'équipe». S'équipe de check-in avec ton téléphone portable, tu ouvres ta chambre avec un QR code, tu as une télé connectée, un Chromecast, machin et finalement de se dire que, bah, à la maison, tu ouvres très bien ta porte avec une clé et ça se passe très, très bien. Est-ce que pour mon petit plaisir, je vais pour mes 31 chambres importer 31 télés, d'Asie? Bah, force est de constater qu'elles sont principalement, fabriquées en Asie pour mon petit plaisir alors que tu es équipé en smartphone, en tablette, en laptop, pour regarder ta série. Donc travailler aussi sur, ce low tech et puis de se dire que, on peut, mettre en avant des initiatives, je t'en parlais, sur le réemploi, sur le fait qu'on a des sanitaires qui viennent, d'un château ou de colonies de vacances qu'on a démontées, des tablettes qui sont faites avec, du plastique recyclé, les chevets, pardon. Et ça, l'idée, c'était de se dire: «Bah oui, on est capable de se dire que, bah, ton confort, on va pas le sacrifier. On va pas le sacrifier parce qu'il faut que tu dormes bien». Mais, je voulais des super literies. Sauf que la literie, il y a malheureusement, mousse, latex, tissu, ressort, c'est un produit hyper polluant. Alors là, on a changé un peu de dogme et de paradigme sur la literie. On on a récupéré un adage qui me plaît beaucoup, c'est dire que
le produit le plus écolo, c'est celui qui existe déjà. Et en fait, on a monté un partenariat avec Teddy Bear, qui est un fabricant de matelas, plutôt pour les particuliers, qui a une offre 100 nuits. Au bout de 100 nuits, tu peux, dans les 100 premières nuits, pardon, tu peux renvoyer ton matelas. Mais eux, ils savent pas quoi en faire. Ils en donnaient beaucoup, mais ils peuvent pas le remettre dans le circuit. Et on a monté un programme qui s'appelle Phoenix, c'est-à-dire qui renaît de ses cendres, et où, bah, nous, en tant qu'hôtelier, c'est notre métier de faire dormir un client A et un client B sur le même matelas d'une nuit à l'autre. On a des process d'hygiène, de nettoyage, de protection des matelas, et ça, on le sait faire parce que c'est notre métier. Et donc, du coup, on a une filière de matelas reconditionnés dans l'ensemble des hôtels. Donc voilà, c'est tout cet aspect. Donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, de l'impact. Mais bon, en essayant de sortir, je le répète, quelques aspérités là-dessus. Puis ensuite, il y a l'aspect social, c'est de créer du lien et c'est d'ouvrir nos lieux. Et c'est hyper important. Si tu réfléchis, heu, et je sais que tu réfléchis, si si je Non, mais là, on parle au si public, bien sûr, c'est si on réfléchit. si si on réfléchit, heu, un restaurant, il est vide entre 9 heures et midi et entre 15 heures et 19 heures. Un hôtel, une fois que tu as fait tous tes départs à 9h30, il est vide et il va se remplir qu'à 17 heures. Et on a des mètres carrés et des mètres carrés et des mètres carrés, en veux-tu, en voilà, dont on ne se sert pas, qui n'ont pas d'utilité et qui peuvent avoir une utilité pour des associations, pour des collectifs, pour des porteurs de projets, pour des gens qui veulent se lancer mais qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un local. Et on s'est dit, bah, ouvrons notre lieu, nos lieux, à ces initiatives-là pour des cours de dessin, des cours de yoga, pour de la location de planches de surf, pour un marché paysan, pour un marché de créateurs, pour, et j'en oublie, pour des cours de boxe pour des enfants. Euh, Ouvrons-leur de manière gratuite ce lieu en disant que, bah, devenons une petite place de village. De toute façon, dans ces cas-là, ma table, elle est vide. À part 2-3 personnes qui vont boire un café, elle est vide. Faisons en sorte qu'on soit utile aussi euh, au maillage local. Je voulais proposer en fait de faire une visite, virtuelle justement enfin virtuelle, pas virtuelle pour toi, comme une visite, du lieu-dit en fait, que tu nous embarques un peu, sur place. Alors, fermez les yeux. Heu, alors le lieu-dit, c'est un endroit qui est déjà poreux. On le voulait extrêmement perméable, parce qu'il a 4 entrées. On peut y rentrer par 4 endroits différents, on va y rentrer par l'épicerie. C'est une manière originale d'y rentrer. L'épicerie, c'est un commerce de proximité. C'est, cave à vin, cave à bière, charcuterie, fromage, sandwich fait minute tous les midis. C'est Mathieu, l'épicier qui propose cette activité. Et si tu rentres par l'épicerie, bah, tu vas choper une petite, bouteille de vin pour le week-end, mais tu vas te dire: «Allez, moi j'ai vraiment envie de tester ce vin et puis me faire une belle planche de fromage pour l'apéro». Et donc tu vas pouvoir partir avec une planche et puis te poser, sous notre terrasse, la grande halle, qui est également une entrée. Et la halle, c'est l'ancien parking du lieu-dit, qui est à la fois une terrasse classique d'un restaurant ou d'un bar, un espace événementiel, donc sur lequel on organise des événements, et puis surtout effectivement le terrain de jeu de toutes les activités associatives dont je viens de te parler, de cours, et d'activités, sportives, culturelles, associatives. Et tu seras surpris si tu arrives dans cette halle parce que tu vas y trouver un bateau. Alors bien que nous ne soyons pas au bord de la mer, on est qu'au bord de la Loire, on a eu l'idée un peu folle heu, d'y installer un bateau qui est une salle de réunion, qui est un ancien arpège. C'est un bateau qui coulait dans le port de Noirmoutier, et il faut savoir que les bateaux de ces générations-là ne se recyclent pas, soit ça se brûle, soit ça s'enfouit, et on a décidé d'en faire une petite salle de réunion. Donc à la fois, c'est un objet de décor. Mon souhait, c'était que les gens se disent: «Ah, les cons, ils ont mis un bateau ici». C'est uniquement ça. Donc c'était un bateau, c'est un décor, c'est une salle de réunion. C'est un message aussi de se dire que, bah, si j'avais voulu faire une salle de réunion, j'aurais pu la faire en parpaing, j'aurais pu, la monter en placo, mais je pouvais aussi, le lieu existait déjà, la coque existait déjà, sans mauvais jeu de mots, et on pouvait créer une salle de réunion dans de l'ancien. Et on y trouve, le bateau, et autour de ça, bah, c'est autour du bateau, bah, on peut venir, effectivement, manger une petite planche de l'épicerie, boire un verre, manger une pizza, juste, boire un café entre copains. Et puis on va re-rentrer vers l'intérieur et puis, bah, il y a Gasparelli. Gasparelli, c'est la pizza du lieu-dit.
Et c'est le cœur, névralgique de l'endroit dans lequel, tu peux à la fois venir travailler le matin, tu vas avoir des seniors qui vont venir boire le café en lisant le journal, pendant la journée. Tu vas pouvoir venir manger, manger entre collègues. Alors on fait une pizza napolitaine. L'avantage de la pizza, c'est que tu peux pas faire produit plus universel que la pizza. C'est une base et puis après tu mets ce que tu veux dessus et notamment tu as une possibilité de travailler en produits locaux qui est assez incroyable et puis, bah, une pizza ça se partage avec des enfants, ça se partage entre copains, ça se mange tout seul devant sa série, quand tu es en déplacement. Heu, ça se ça se mange entre collègues. C'est vraiment le plat le plus universel. Heu je suis avant tout un gourmand. Moi, je suis un gros mangeur de pizza. J'en mange, j'en mange, j'en mange. J'adore ça. Je pourrais ne manger que ça. Donc moi, j'ai d'abord voulu me faire plaisir et faire une belle pizza napolitaine. Et à Gasparelli, c'est aussi l'endroit où tu vas récupérer la clé de ta chambre, tu vas y prendre le petit déjeuner. Donc il y a pas de réception à proprement dit avec un desk, on va dire: «Bonjour, madame, bonjour monsieur», avec un côté assez guindé. Et tu vas au même endroit si tu veux une pinte, un cappuccino ou si tu veux la clé de ta chambre, c'est le même endroit. Donc tu y vas et tu te poses pour récupérer la clé de ta chambre et tu montes, en chambre et tu montes dans une de nos 31 chambres et nos chambres pour, la faire simple, on a décidé d'abord de se désétoiler, on n'est pas étoilé. On a décidé, comme les petits punks que nous sommes, de se dire que, c'est à nos clients de dire si on était bien ou pas et c'était pas, un organisme, gouvernemental de dire si on était une, 2, 3, 4 étoiles. J'ai une literie 4 étoiles, j'ai un wifi 4 étoiles, j'ai une douche 4 étoiles. Par contre, j'ai pas de télé, j'ai pas de mini-bar, j'ai pas de room service. Donc on a voulu être inclassable. La chambre, elle est faite à 60-65 avec des éléments, je te le disais, issus du réemploi. Hem un bon lit, une bonne télé, un bon wifi et basta. De la sobriété colorée encore une fois comme pour demain le but c'est de passer d'abord un bon moment et dès lors que tu as posé tes affaires, il est hors de question que tu restes, bosser dans ta chambre ou te faire un room service ou manger un truc dans ta chambre, c'est tu descends sur le lieu de vie pour boire un coup, pour, sociabiliser et on a des rencontres assez cool qui se font entre des voyageurs et des locaux si tu ressors du lieu dit, que tu prends un peu de recul, tu te recules petite vingtaine de mètres et tu regardes le bâtiment et ben, on a voulu faire en sorte qu'il soit visible aussi. On a travaillé en partenariat avec, les frères Tauquet qui sont, des artistes graphistes qui, nous ont refait l'ensemble des façades avec, une volonté claire encore une fois d'être, bon vivant et optimiste et de surcroît un peu désuet. Et on a toute une façade qui reprend, des vieilles expressions, avec une «La vie est belle», avec, «Entreprise d'hôtellerie formidable», au lieu de familial, avec des hauts les cœurs, avec des, «À cœur vaillant rien d'impossible», avec plein de petites phrases comme ça. Le but, c'était de faire marrer avec, «Fais-moi l'humour toute la nuit». Ça c'est peut-être ma préférée, parce que ça ramène l'univers de l'hôtel. Hem, voilà, on a vraiment rigolé. C'est marqué en gros, hôtel composé de chambres. C'est de l'absurde, c'est du désuet, ça reste optimiste parce que la vie est belle et vous êtes comme elle. Ça c'est leur signature principale. C'est la vie est belle et vous êtes comme elle et de se dire: «Allez, on y va et puis on fait les choses simples, on n'envoie pas des satellites dans l'espace». Je veux pas te vendre une expérience, un truc un peu comme à la maison, volupté, confort, charme et machin. Pardon et je suis à la limite d'être, de mais ouais, sois simple, on fait un truc simple, un lieu où tu te sens bien, tout court. C'est ce qu'on a voulu faire. Quand je te dis tout à l'heure que je voulais recracher tout ce que j'avais envie de faire, c'était ça. Ça, c'était le lieu-dit. J'y ai mis, j'y ai mis mes tripes, j'y ai mis tout ce en quoi je croyais et puis du plus, tu vois? J'ai du mal à m'arrêter, plein d'aspérité. J'aime beaucoup ce terme d'aspérité et on pourra en reparler parce que ça donne du relief, ça donne du grain aux choses et de se dire que, ouais, il y a plein de choses et qui ouvrent des conversations avec nos équipes, avec nos voisins, avec nos clients. Sous le palmier. Le lieu-dit, en fait, on va revenir dessus, sur le bon vivant citoyen et surtout enfin pas surtout, c'est tout ça en fait, ça nourrit l'optimisme en fait. Ça te ressemble, enfin tu es, à la scène comme à la ville en fait. Je veux dire, quand tu es, enfin c'est un de tes terrains de jeu, supplémentaires Oui. et je trouve ça génial parce qu'en fait, bah, il y a aspérité, mais il y a aussi le côté aussi, aseptisé qui n'est pas du tout le lieu
dit justement, où justement on a, un ton, des messages, tu vois? Une communication qui est authentique, qui est franche, qui est positive, optimiste, mais pas et ça c'est ce qui m'a, encore d'autant plus parlé quand on a préparé, l'interview, hein, enfin, quand on a eu juste notre premier petit échange, tu vois? Pour dire: «OK, on fait ce podcast, ensemble». Tu m'as dit: «Mais en fait, l'optimisme, ouais, ça me parle et tu m'étonnes». Et puis tu as dit: «Mais en fait, c'est pas et c'est pas tant l'optimisme, tu sais, gnangnan». Tu as dit Non, faut pas que tu as ce dit: soit «Pas gnangnan. gnangnan, pas béat», c'est ça, voilà. Non, c'est pas béat, c'est pas gnangnan, c'est une vraie croyance, pour le coup, de se dire que, demain sera mieux. Heureusement que demain sera mieux. On va faire mieux. Et c'est cette valeur qu'on veut transmettre, à la fois, à nos clients, à nos équipes, que je veux transmettre à mes propres enfants. C'est que demain sera mieux. Bien sûr, il faut être optimiste. Bien sûr, il y a plein de raisons d'être pessimiste. Et si je ne regarde que les raisons d'être pessimiste, bah, je me lève pas ce matin. Mais c'est l'idée de se dire: «Oui, ça va aller mieux». Et puis effectivement, je reviens sur ce que tu dis, sur le fait de ne pas être aseptisé. Moi, c'est ce que j'adore. Pour le coup, c'est un truc que j'adore sur le fait d'aller chercher les gens et parce que finalement, on se rend compte que, le monde de la communication commerciale ou de la communication, entre les individus est devenu très aseptisé, un peu small talk, j'ai horreur du small talk. Alors soit on parle d'un truc, soit on n'en parle pas et on a fait des choses et l'exemple le plus drôle qu'on ait, ici au lieu-dit, c'est que si tu viens boire un café, je vais t'imprimer ta note et en bas de note, c'est écrit en gros Nantes en Bretagne. À titre personnel, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois, je pense que Nantes est en Bretagne, mais il y a pas sujet plus clivant à Nantes. Et en fait, je m'en fiche de savoir si la personne est d'accord ou pas avec moi, mais je commence à créer une conversation avec lui. Pourquoi il est d'accord? Ouais, il fait comme toi, il vient de lever les bras, soit, Je suis bretonne, alors forcément je lève les bras, hein. Nantes est en Bretagne, bien sûr. bien sûr que Nantes est en Bretagne. Et puis il y a ceux qui sont pas d'accord. Et puis tu crées une conversation. L'histoire du pipi sous la douche, ouais. Le fait de pas mettre de jus d'orange sur un petit déjeuner, bien sûr, ça se défend. Et les gens qui aiment le jus d'orange, d'être optimiste, pardon, aussi sur la capacité des gens à, à ouvrir une discussion, à pas être juste en chit-chat, en small talk, et juste dire ah ouais, oui, oui, d'accord, c'était bien, oui, merci et tout. Non, non, mais non, ouvrons des discussions, parlons des choses. Et pour moi, c'est deux choses qui sont assez lié, je suis assez optimiste sur la capacité des gens à se poser des questions. En fait, être optimiste, je crois que c'est se poser des questions, c'est comment ça va aller mieux? Et ouais, je suis profondément optimiste, de l'avenir. Alors il y a des jours où je bois du noir, hein, comme tout le monde. Je suis pas une espèce de béni oui-oui, qui croit que tout va bien. Non, il y a des jours où je bois du noir, mais je me dis: «Ouais, dans le fond, il faut être optimiste, allons-y». Feu au Lakers. Et en fait, d'ailleurs, on signe d'ailleurs tous nos mails si tu réserves une chambre au lieu-dit. Ton mail de confirmation et tous les mails que je vais t'envoyer, je vais signer au Laker. J'adore ce truc. Au Laker, ça va bien se passer. J'ai découvert que cette expression a été placardée en gros sur les avis de mobilisation générale, alors pas très drôle, en 14, où en 1914, où la mobilisation générale, il y avait des affiches où il finissait par au Laker. C'est que, alors pour le coup, on parle clairement d'un moment pas, on a connu plus cool comme moment, et on finit quand même au Lakers, ça va aller, ça va bien se passer. Et ouais, ouais, c'est une manière de voir les choses. En tout cas, c'est la mienne. Je ne ferai aucun prosélytisme là-dessus. Chacun voit les choses telles qu'il veut. Mais en tout cas, ça, c'est la mienne. Ouais, moi j'ai l'impression quand même qu'on commence à enfin qu'on commence parce que tu sais, on parle de demain et ça c'est très important de préparer demain, mais c'est vrai que ça se prépare aujourd'hui. Et que tu t'es aussi entouré quoi d'une tribu, alors on va parler des collaborations après parce que ça c'est Ouais. quelque chose qui est extrêmement important, justement, pour toi. Mais, une collaboration quand même, qui est, à l'interne, c'est des équipes en fait, tu vois? Sur les différents lieux que tu as par rapport à Arzel et tout. Et ça, Ouais. j'aimerais bien qu'on en parle en fait, de la vision justement qui est partagée, ton style de management, tu vois? Et si on pouvait un peu aborder, cet aspect-là. Ouais, on commence à avoir un peu de monde, sur l'ensemble des 3 hôtels et sur Arzel, on est bientôt une petite cinquantaine, donc ça fait aussi, bah, une gestion au quotidien et puis, bah, des valeurs à incarner, chaque jour. Et je pense que désormais c'est mon rôle, aussi. Hem, il y a quelque chose d'assez important que j'essaie de transmettre. Premièrement, c'est de se dire que, je l'ai déjà dit, on n'envoie pas des satellites dans l'espace. Viens comme tu es, viens avec tes valeurs, viens avec
ton bagage, personnel, académique, émotionnel, culturel. Viens avec ton bagage et sois quelqu'un de différent. On a tous envie d'aller dans une boutique ou dans un lieu en disant: «Bah, tiens, je l'aime bien parce que, ah lui, elle, ah il a l'air d'être spécial». Sois la personne avec laquelle ton client aurait envie d'aller boire un café. C'est vraiment déjà premièrement, c'est premièrement cet aspect-là. Deuxièmement, bah, il y a un gros aspect de formation, mais de désacraliser la formation parce qu'aujourd'hui on a je devrais, j'ai pas fait de stats, mais je peux avoir 80 de mes équipes qui n'avaient jamais fait d'hôtellerie avant de passer la porte, jamais fait de restauration. Donc faut former, il faut accompagner, il faut expliquer. Donc ça, pour le coup, c'est de se dire: «Bah, tiens, ce sera» je suis convaincu que ces gens-là ne feront pas de l'hôtellerie toute leur vie, de la restauration toute leur vie et pour la plupart, quand, on a une moyenne d'âge, au lieu-dit, je crois qu'on a une moyenne d'âge de 24-25 ans, ça restera un souvenir de, hem, dans quelques années, ils ont: «Ah, j'ai fait de l'hôtellerie à une époque, j'ai fait de la restauration», mais ça sera leur boîte à outils. Donc c'est qu'ils en apprennent quelque chose et qu'ils essaient de vraiment, se former à un métier, donc désacraliser, tout ça. C'est aussi apporter, bah, l'ensemble de nos valeurs. On peut essayer d'être, sensibilisant vis-à-vis de nos clients, mais de l'aide vis-à-vis aussi de nos équipes sur la sobriété, la transition environnementale et sur le sur toutes ces valeurs-là, les transmettre aussi à nos équipes et puis, bah, c'est toujours essayer de leur ramener un peu du contenu. Moi, ce que j'aime bien, c'est partager, c'est pas uniquement d'être dans une relation, de boulot, c'est moi, si je vois un article ou un film, tu vois, je te parlais du Sens de la fête. J'ai adoré aussi. Je suis hyper contente que tu parles de cette référence. Ce film, il est, extraordinaire. Il est extraordinaire de bout en bout et je bah, l'autre jour, je l'ai re-regardé. J'ai envoyé un message à toute l'entreprise en disant: «Regardez-le». C'est même pas un conseil, tu vois? C'est presque un ordre. Regardez-le. Parce que ce film, il dit un truc, c'est que si tu regardes bien ce film, hem, tout se passe mal. Il y a rien qui va. Ils ont que des bricoles du début jusqu'à la fin et on se dit: «On s'adapte et on s'adapte et on s'adapte» et à la fin, le client, il est content. La mariée, à la fin, vient voir Bakri en disant: «Merci, c'est le plus beau jour de ma vie». Lui, il est persuadé qu'il va se faire défoncer. Il est persuadé qu'ils vont lui sauter à la gorge et pourtant c'est, dans le film, il y a un client compliqué. Mais non, ils ont créé du bonheur. Ils ont créé un instant. Alors un instant sur un mariage, bien sûr, c'est qu'une fois dans une vie. Ça peut être parfois plusieurs fois. Mais, On a dit qu'on allait pas parler de choses qui fâchent. mais mais, il y a rien qui se passe bien. Mais au final, merci parce que, ils ont apporté des compétences qui étaient pas forcément celles qui étaient les leurs. C'est une performance humaine, c'est pas une performance de serveur ou de cuisinier. Ils ont apporté une performance humaine et c'est ça qui est hyper important et de la manière dont on transforme les choses, ouais. Je suis très marqué par le message derrière ce film et je pense que tu le regardes 5 fois, tu t'économises, 3 ans d'école hôtelière. On a parlé de beaucoup de choses et en fait, ce sur quoi je voulais aussi, t'embarquer, c'était, de parler du futur en fait, des projets. Parce on a parlé de demain, dans le sens vraiment du terme, demain, donc parler du futur du Leudi, de tes autres projets. Tu as évoqué aussi au tout début, le projet de la gare. Le projet de la gare, je le mène en partenariat avec, des investisseurs. Là, pour le coup, ce n'est pas moi qui le porte, en tout cas financièrement. Mais le projet de la gare, il est plutôt horizon, 2025. Tu vas me dire: «Ça va venir vite». Hem, qui est, la manière encore une fois, peut-être, de manière, un petit peu moins, heu un petit peu moins élargi que le lieu-dit ou demain, mais encore une fois, d'essayer de réinventer un peu l'univers de l'hôtel de gare, qui a tout un univers, tant dans la littérature que dans le cinéma. L'hôtel de gare, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la culture populaire et essayer de travailler encore une fois autour de ce côté, des trains couchettes, un type de déco qu'on aime beaucoup. Encore une fois, travailler en termes de lieu de vie et là, ce sera beaucoup plus autour de la musique parce que, heu, on voudrait travailler une vraie cave à vinyle, dans l'hôtel. Pareil avec du bar, pareil avec de la restauration. Donc c'est encore un joli petit projet que je souhaite, mener là dans les années à venir. Ça va être, bien sûr génial et ça nous permet c'est un nouveau terrain de jeu. Moi, ce qui me, heu, c'est,
si je parle de ma seulement de ma petite personne, le seul souhait que j'ai, pourquoi il y a une sorte de boulimie dans les projets comme ça, et c'est pas mauvais une mauvaise chose de dire que c'est une boulimie, c'est que, je me dis que si on arrive à avoir un certain nombre de projets, de lieux, et ben, j'ai qu'une obligation, c'est de m'entourer, opérationnellement avec les bonnes équipes, avec les bonnes personnes, et de faire en sorte que mon métier, ce ne soit uniquement que de créer. C'est d'être vraiment sur cet aspect créatif, c'est pouvoir me départir le plus possible des aspects opérationnels, on va dire, du quotidien. Donc oui, le but, il est vraiment hem de pouvoir avoir des équipes suffisamment, fortes et costauds, sur site pour, faire en sorte, que je puisse consacrer 90 de mon temps à ça, et pas forcément, à la gestion, quotidienne des galères de café, de pizza, de linge, de lit et autres, qui sont des galères saines, tu vas me dire, mais qui sont pas forcément, ma passion, et je suis plutôt, j'aime plutôt être dans la création. Et justement par rapport à cet aspect justement de processus, tu vois, de création, comment tu restes inspiré? Tu vois, pour générer toujours, des idées, il y a un côté où tu as des un peu ce qu'ils appellent, tu les sparring partners, Ouais. voilà, où on a, tu vois, est-ce que c'est par rapport à d'autres personnes, d'autres confrères, Je regarde beaucoup, bon, bien sûr, ce qui se fait dans le milieu hôtelier. Je m'inspire, un peu de en la partie cinéma m'inspire vachement également, parce que c'est à chaque fois des univers, et puis, bah, comme tu dis, j'ai des sparring partners, qui est un cercle, finalement assez restreint de gens, avec lesquels à la fois je brainstorm, je réfléchis. J'ai ma partenaire numéro un, bien entendu, c'est Stéphanie, ma femme, heu, qui, heu qui a, au même titre que j'ai une partie de la paternité de lieu-dit, elle en a la maternité, même si, ce n'est pas son travail et qu'elle a une activité professionnelle tout autre. Mais, il y a pas un jour où elle a pas suggéré une idée. Le lieu-dit, c'est la place de village, on l'appelle la place de village, c'est une idée de Stéphanie. Et sa blague désormais, c'est de dire: «Putain, si j'avais touché 1 € à chaque fois que tu disais, la place du village, je j'aurais plus besoin de bosser». Mais effectivement, la place du village, c'est elle. Donc premièrement, il y a Stéphanie, il y a Lisa, Fortiche, je vous invite à regarder sur Insta. Ça s'appelle, Fortiche avec un point d'exclamation, et c'est d'abord une graphiste, ensuite une créatrice, et désormais une directrice artistique, et c'est elle qui a signer le lieu-dit, c'est elle qui va signer demain, et c'est elle qui signera le projet de l'hôtel de la Gare. Et c'est quelqu'un qui a à la fois une fraîcheur, un humour dans sa elle travaille énormément le jeu de mots et le bon mot, on va dire, mais une rigueur, une telle rigueur, et moi, ce qui me plaît dans notre, collaboration, c'est que, c'est la première personne qui me dit: «Mais ton idée elle est naze là, hein, ou arrête, ou redescends, ou vas-y change». Je lui suis, extrêmement reconnaissant de notre collaboration. Et j'ai d'autres partenaires, j'ai un architecte avec lequel je travaille qui est, en plus d'être un partenaire sur un projet, en plus d'être, notre architecte, en plus d'être mon ami, c'est Benoît Fillon, qui est quelqu'un, qui a une expérience, une maturité, assez dingue, et qui m'appelle, qui m'amène énormément de concepts. C'est quelqu'un d'extrêmement érudit, notamment d'un point de vue artistique. Il a il a tout ce bagage culturel que j'ai pas. Et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup traîné, bourlingué dans des musées, les expos, l'art contemporain, ce qui est pas du tout mon cas, mais qui réussit à m'apporter des refs que je n'ai pas, et moi, j'en suis, friand, en tout cas sur les choses que j'ai pas. Donc ouais, heu, Benoît, il y a cet aspect-là qui est vraiment hyper important, et effectivement, et puis, bah, il y a toutes mes équipes où, alors c'est pas forcément au quotidien, mais dès que j'ai une idée, j'en prends un, j'en prends 2, et je lance une idée comme ça, et je vois comment elle me revient, et on en discute, ils se demandent: «Mais alors pourquoi c'est eux? Pourquoi c'est eux à cet instant-là?» Mais ouais, j'aime bien. J'aime toujours heu, l hier, c'était un serveur au lieu-dit, je dis: «Pourquoi lui?» Je sais pas, je dis: «Pourquoi on ferait pas 2 ou 3 types d'huile pimentée avec les pizzas?» Et naturellement, c'est pas lui qui va la faire, l'huile pimentée, c'est pas lui le spécialiste, il a pas un master degree en huile pimentée pour les pizzas, mais potentiellement, c'est un mangeur de pizza,
et c'est quelqu'un qui croise des clients tous les jours, donc il a un ressenti. Son avis comptera pour son avis, mais c'est important de prendre son avis. Donc ouais, j'aime bien ce côté un peu jeu de ping-pong. Il faut être 2 pour un bon match de ping-pong ou de tennis, et c'est de se dire: «Ah tiens, je te lance une idée, qu'est-ce que tu en penses?» Et ça, j'aime beaucoup. Pierre-Yves, est-ce qu'il y a des conseils auxquels tu penses, pour nos auditeurs qui souhaitent, se lancer comme toi, comme entrepreneur, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, mais dans d'autres secteurs, en fait, hein? C'est toujours des conseils qui sont assez, universels au final. Hem et derrière cette question, finalement, c'est de se dire, bah, quels sont, les conseils, précieux, quelque part, que tu te donnerais, à toi, plus jeune quand tu as lancé, justement, tes projets, entrepreneuriaux? Ce que je me dirais, à moi déjà plus jeune, alors, sur le thème du podcast, aujourd'hui, si tu regardes sur les réseaux sociaux et autres, tu es inondé de podcasts et d'interviews de gens, successful ou pseudo successful qui te donnent une recette. Ah, la recette du succès, c'est ça, la recette de la fortune, c'est ça, la recette de mon entreprise, c'est ça. Il y a pas de recette, et je pense qu'il faut se méfier un peu de ces gourous, qui te disent, «Tiens, il faut faire ça». Moi, il y a juste des choses en lesquelles je crois, c'est premièrement, c'est d'accepter de se planter, vraiment, et de parler de ses plantages. On pourrait faire toute une autre heure de discussion sur, la fois où, j'ai perdu un job, la fois où, j'ai failli, planter ma boîte, la fois où j'ai pris les mauvaises décisions. Voilà, tu as malheureusement trop peu de chefs d'entreprise qui vont parler de leurs échecs et de la fois où, avant de monter leur boîte, ils ont été salariés, ils se sont fait licencier pour une connerie. Bon, moi, ça m'est arrivé. Hem, ça, c'est d'abord comprendre ses échecs. Il y a un truc que j'ai compris dernièrement aussi, et quel que soit le domaine, c'est, qu'il y a pas de il y a pas d'entreprise s'il y a pas, une ou un chef d'entreprise, et c'est l'homme, qui l'entreprise, elle se cassera la gueule si, tu pas bien dans tes pompes. Si t'es pas bien dans tes pompes à titre personnel, avec tes gamins, avec, si tu en as, avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes passions, tes sports, tes passions artistiques, avec tes proches, avec ta famille, avec tes projets perso aussi. Le côté aussi, encore une fois, de certains gourous qui vont dire: «Ah, moi j'ai tout sacrifié, je bosse 80 heures par semaine et ça c'est ma boîte et c'est ma boîte et si tu veux réussir, de toute façon il y a pas de secret, il faut bosser». Ça, j'y crois absolument pas. Il faut bosser, c'est une certitude, mais le fait de dire: «Sacrifie tout», surtout pas. Surtout pas, parce que finalement tu vas devenir une caricature de toi-même, selon moi, de bosser pour bosser. Tu auras pas de recul sur le boulot, et le but, c'est de prendre du recul. Donc ça, c'est la deuxième chose, et puis, pour être un peu plus terre à terre, c'est être un bon généraliste. Je pense qu'un bon chef d'entreprise ou quelqu'un qui est un porteur de projet et qui veut s'éclater, qui veut monter un lieu, c'est un généraliste, et tu deviens un généraliste, encore une fois, avec ta boîte à outils, en étant curieux. Je connaissais rien à la pizza avant de lancer une pizza, j'avais jamais fait de pizza de ma vie. J'en suis encore aujourd'hui incapable de faire une pizza. Néanmoins, je comprends le process de fabrication d'une pâte, de levée d'une pâte, de de recette d'une bonne sauce tomate, dans son dosage, de choix des produits. J'y connaissais absolument rien en réemploi, il y a 4 ans. Mais j'ai creusé, j'ai rencontré des gens, j'ai écouté des trucs. En termes de gestion, j'étais pas très bon. Bah, j'ai bouquiné, j'ai posé des questions, je suis allé à des conférences. C'est vraiment d'être curieux et de se dire: «Bah, de toute façon, je serais spécialiste de rien». Moi, c'est mon credo. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pas faire les choses s'ils sont pas spécialistes à 300 d'un truc. Moi, je me dis qu'à partir du moment où j'ai chopé, 30-40 du know-how, du savoir-faire d'un truc, je peux commencer à en parler un peu. Je vais y aller mollo parce que je suis pas à l'abri de tomber sur un spécialiste en face de moi. Mais, enfin, c'est de se dire: «Ouais, faut être un généraliste», et parce que finalement, la réussite des projets, ou en tout cas leur éclosion, elle vient de leur financement, malheureusement. Enfin, on va parler de pognon, et bah, tu vas rencontrer des banquiers, des BPI, des investisseurs, et puis eux, ils vont juste tester ça. Qu'est-ce que tu connais? À quel moment il va te mettre en faute? Il va dire: «Est-ce que tu parles de réemploi, mais qu'est-ce que tu connais?» On va sur le projet de demain faire de la conciergerie Airbnb. Je n'ai jamais fait de conciergerie Airbnb de ma vie, mais je suis obligé de creuser un peu les choses pour se dire: «Bah, faut pas que j'ai l'air bête, et je vais commencer à aborder des sujets». Tu vas embaucher des gens. Est-ce que tu t'y connais un peu en droit social? Je te demande pas d'être l'avocat spécialisé dans le droit social du coin, mais je te demande quand même d'être
un petit peu calé et connaître les grandes règles et faire en sorte de pas faire trop de bêtises. Donc ouais, c'est être assez généraliste et puis le dernier truc, c'est ouah, il faut tenter. Il faut être des bêta-testeurs. Il faut tenter des trucs et il faut se planter. C'est-à-dire que quand tu tentes un truc, sur, un type d'événement, sur, un type de collaboration, un type de partenariat, bah, il faut se planter pour se dire: «Bah, tiens, ça marche pas». Donc, il faut être un peu bêta-testeur et pas de se dire qu'on fait des produits finis. Un lieu, il est pas fini, il vit en permanence. C'est un organisme vivant et un projet, c'est un organisme vivant. Ton podcast, c'est un organisme vivant qui va, au gré des échanges, bah, le prochain ou celui d'après, tu vas dire: «Bah, tiens, je vais peut-être un peu plus axer là-dessus, un peu moins là-dessus». Voilà, c'est tout projet est un organisme vivant. Est-ce que Pierre-Yves, tu as une anecdote en fait, à partager avec nous? Quelque chose qui est lié justement à ton aventure, entrepreneuriale, enfin, tu vois? Et puis qui maintenant quand tu regardes, bah, te fait plutôt sourire ou pas. Des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui mais bon, qui est quand même, un enseignement, quelque chose, ouais, d'assez quand même, bénéfique et qui peut t'amuser si tu as. Il y a pas mal de choses, une anecdote en particulier non, mais il y a effectivement on a beaucoup rigolé à faire notre façade, au lieu-dit et on trouvait des punchs, assez drôles et assez, percutantes. Ça a été assez compliqué de le faire avec la mairie de Nantes, mais on a réussi à le faire. Et effectivement, nous, on il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'on a une des punchlines au lieu-dit, c'est, «Ici les bobos on les soigne», sous ce double sens de à la fois effectivement de tout à fait assumer sur le fait que notre, notre cible, elle est bobo, elle est comme toi, elle est comme moi, elle fait attention à la planète, elle s'habille, avec des marques éco-sourcées, elle roule en vélo cargo, elle boit des petites bières d'abbaye un peu locales, une petite IPA, moi c'est tout à fait assumé, je suis un bobo et j'ai le starter pack et il y a aucun souci et je suis un bobo qui cible des bobos. Je crois au terme extrêmement positif du bobo. Je veux dire, si tout le monde pouvait être bobo, certes, ce serait parfois un peu risible, mais le monde irait peut-être un chouille un peu mieux. Plus de bobos, moins de réac et on a du coup écrit, on a c'est écrit, c'est graffé en grand devant l'entrée du resto: «Ici les bobos on les soigne» et bah, il y a des gens qui ont pas d'humour et qui, j'ai un gars, un graffeur, enfin un graffeur, un tagueur, un dégradeur de façade qui a rayé le «on les soigne» et qui a écrit «on les tue». Bon, sur le coup, c'est pas très drôle parce qu'on se dit que finalement, bah, on sait pas à quel niveau ce mec est motivé ou pas et que, comme je l'ai dit précédemment, je me considère comme un bobo, bah, je me sens un peu visé. Et donc du coup, on a volontairement, voulu détourner son message et en fait, j'ai repris une bombe de graphe et j'ai fini son truc et j'ai fini: «Bon, les bobos, ici, on les tutoie» et il y a encore son graphe devant l'entrée du lieu-dit. Ça l'a un peu vénère, parce il est venu regraffer, il a remarqué dessus. Une espèce de vengeur masqué, heu et du coup, non, ça fait marrer les gens surtout et on continue à soigner les bobos de la soif, les bobos de la faim, les bobos du sommeil et puis les bobos tout court, on les soigne. Oh les cœurs! Haut les cœurs, on peut finir là-dessus. Haut les cœurs, c'est bien. On peut pas faire mieux que ça, vraiment, hein. Je te remercie, mais infiniment Pierre-Yves, quoi, pour, tout le temps que tu m'as consacré, puis que tu as aussi consacré, à mes auditeurs aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Sous le Palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous le Palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans 2 mois, même heure, même endroit, sous le palmier.